Alors, dans un premier temps, la modification des traités constitutifs. Alors là, vous connaissez tous ce fameux article 48 du traité sur l'Union européenne, parce que vous êtes tous des supériens, vous le connaissez, qui réclame l'unanimité des États membres pour modifier les traités. C'est pas tant l'unanimité pour modifier les traités que pour, une fois qu'ils ont été négociés, pour les ratifier. Voilà, la ratification ne peut se faire qu'à l'unanimité. Alors, cette unanimité, elle est difficile à réunir. Elle est difficile à réunir à tous les points de vue. Au niveau de la négociation, au niveau de la ratification, c'est quand même très lourd et pas évident du tout à mettre en œuvre. Alors, on ne peut pas dire que ça n'existe jamais parce que les traités ont quand même été modifiés un certain nombre de fois. Et la dernière fois, c'est le traité de Lisbonne. Ce fameux traité de Lisbonne qui a échoué une première fois sous forme de constitution européenne en 2005 et qui est passé sous forme de traité de Lisbonne 2 ans plus tard. Alors, vous savez tous que la Constitution européenne a été rejetée le 29 mai 2005 par 55% des Français. Mais il n'y a pas que les Français, il y a aussi les Hollandais et les Irlandais qui ont rejeté la Constitution européenne en raison du référendum qui avait proposé de ratifier par référendum. Donc, ce traité constitutionnel, cette constitution pour l'Union européenne a été cosmétisé, si je puis dire. Le contenu est resté quasiment invariant. On a changé un peu les formes, on a changé son titre, on a changé un peu l'organisation intérieure des partis, et elle revient en 2007 sous forme de traité de Lisbonne. Sous forme de traité de Lisbonne, qui a été contre la volonté populaire, ratifié par le Parlement français, réuni en congrès par le chef de l'État de l'époque. Alors bizarrement, à l'époque, vraiment au moment où cette ratification s'est faite en congrès, il y a eu une nouvelle réforme constitutionnelle en France pour supprimer le crime de haute trahison de la Constitution. C'est bien, la forfaiture était vraiment flagrante, tellement flagrante que les institutions dirigeantes de France se sont arrangées pour que le chef de l'État ne puisse pas être mis en cause pour cette forfaiture, en effet cette haute trahison de la volonté populaire, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la République, c'est issu de la Révolution française, et la Révolution française, c'est la souveraineté populaire. Il n'y a que le peuple, il n'y a rien au-dessus du peuple pour édicter les lois et imposer et donner la légitimité à tous les textes et les institutions qui s'imposent. Voilà. Il y a eu des politiques pour accepter ça. Ah bah tout le monde, bah non, mais le Parlement a voté. Il faut regarder tous le PS, l'UMP, ils ont voté pour faire passer ce traité. Donc on a été trahi par le pouvoir exécutif, mais aussi par le pouvoir législatif représentatif, entre guillemets, dit représentatif. Parce que là, il y avait des enjeux qui, à mon avis, ont été quand même monnayés. Je ne vois pas comment ça aurait pu être possible de mettre tout le monde d'accord comme ça. Ça me paraît quand même surprenant. La troisième raison de notre succès, c'est que seul l'UPR explique aux Français que les traités européens imposent une politique unique. Vous ne verrez pas un seul autre mouvement politique produire ce tract, par exemple, que nous avons produit, qui s'inspire très largement d'ailleurs de l'une de mes conférences, où l'on explique, de façon évidemment un petit peu simplifiée, mais enfin il s'agit de la très bonne vulgarisation, on explique aux Français pourquoi on ne peut pas lutter contre les délocalisations. C'est les articles 32 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pourquoi on ne peut pas maintenir nos services publics, parce que c'est l'article 106. Pourquoi on ne peut pas régler la question de la dette publique, c'est l'article 123. Pourquoi notre politique internationale et notre défense sont sous la coupe des Américains, c'est l'article 42 qui nous place sous l'OTAN, du traité de l'Union européenne, etc., etc. Et puis nous expliquons aussi qu'il y a un moyen d'en sortir, c'est l'article 50 du traité sur l'Union européenne qui donne le droit à tous les États, à tous les peuples de sortir de l'Union européenne s'ils le veulent. C'est d'ailleurs obligatoire, c'est prévu dans le droit international public. Notez bien d'ailleurs que nous sommes le seul mouvement politique français à expliquer aux Français qu'il existe un article, qui est l'article 50, qui permet de sortir de l'Union européenne. Aucun autre mouvement, y compris les pseudo-souverainistes, eurocritiques et autres, n'en parle jamais. D'ailleurs, ils ne proposent jamais de sortir de l'Union européenne, comme nous allons le voir. La quatrième raison, c'est que seul l'UPR ne propose pas une autre Europe et explique que c'est impossible. Ici, vous avez une collection assez extraordinaire
d'affiches de tous les partis politiques français qui vous proposent de changer d'Europe, une autre Europe. Le bloc identitaire, mouvement d'extrême droite, l'Europe que nous voulons. Là, vous voyez un peu caché, c'est la profession de foi de l'UMP aux élections européennes de 2009 qui disait « Nous voulons changer d'Europe ». En dessous, c'est Philippe de Villiers. « Oui à l'Europe, changeons d'Europe ». Après, c'est Bruno Gollnisch du Front National. Pour sauver la France, changeons d'Europe. Après, c'est M. Dupont-Aignan. Nous ne subissons plus cette Europe, changeons-la. Le Front de gauche pour changer d'Europe. Le PCF, oui à une autre Europe. Oui, rouge, une autre Europe est possible. La voix du peuple pour une autre Europe. Monsieur Darlene Désir, le Parti socialiste, changer d'Europe. Maintenant, ça c'était en 2009. Mais en 1979, c'était changer l'Europe. Et 30 ans avant, c'était le même slogan. Les Verts pour qu'une autre Europe soit possible. On se moque de qui? L'UPR est le seul mouvement politique à expliquer qu'une autre Europe est impossible car changer profondément les traités impose l'unanimité des 28 États membres. L'unanimité. C'est l'article 48 du traité de l'Union européenne, le TU, qui porte bien son nom. Pour avoir une Europe à la française, il faudrait obtenir, par exemple, que le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Luxembourg acceptent la fin de la libre circulation des capitaux, alors que c'est un élément décisif de production de leur richesse nationale. Alors, il faudrait se tirer une balle à la tête. Ils ne le feront jamais. Il faudrait obtenir que le Portugal, le Royaume-Uni, tous les pays de l'Est acceptent la fin de la subordination à l'OTAN, alors que c'est la clé de voûte de leur doctrine de défense nationale. Le Portugal, par exemple, a la base des Açores qui le fait vivre. La Pologne, les pays baltes ont absolument besoin du parapluie américain pour se protéger des Russes et accessoirement des Allemands. Il faudrait, pour obtenir une Europe à la française, que l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas acceptent une gestion inflationniste de la monnaie européenne, de la BCE, alors que la solidité de la monnaie est au cœur même de leur consensus national. On demanderait donc, pour avoir une Europe à la française, que tous les autres États se suicident. Eh ben non. Comme disent les Chinois, c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. Ça n'arrivera pas. D'ailleurs, calcul statistique à l'appui que j'ai présenté à l'école polytechnique devant des étudiants de l'école polytechnique et qui ont tous approuvé. J'ai eu des statisticiens qui m'ont dit oui, ce raisonnement, ils l'ont nuancé parce qu'il fallait que je tenais un raisonnement statistique à condition que ça n'influe pas les uns sur les autres. Mais enfin, en gros, l'UPR démontre qu'une Europe des travailleurs version Mélenchon, ou une Europe écologiste version EELV, ou une Europe des patries version Front National a la probabilité d'arriver à peu près une seconde tous les 30 milliards d'années. Quand on a un seul État indépendant, sa politique est tout le temps cohérente. Elle est soit de droite, soit de gauche. Il suffit de voter en France pour l'UMP pour avoir une politique de droite, ou pour le Parti socialiste pour avoir une politique de gauche. Je simplifie. Je ne tiens pas compte dans ce raisonnement des autres partis politiques, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, du centre, des écologistes. Je simplifie. Je ne parle pas également non plus des périodes dites de cohabitation, ça dépend des régimes institutionnels selon les pays. Mais enfin, on peut dire globalement que dans un État indépendant, eh bien, la probabilité d'avoir une politique cohérente, soit de droite, soit de gauche, est de 100%. Ou, si on vous le préférez autrement, la probabilité d'une politique cohérente de droite est de 50%. Je table là-dessus. Peut-être que certains diraient, oui, il y a des pays où la gauche arrive moins souvent au pouvoir que la droite. Mais encore une fois, je simplifie. On peut dire qu'il y a une fois sur deux la droite, une fois sur deux la gauche. Donc la probabilité d'avoir une politique de droite dans un pays indépendant, c'est de 50%. Et la probabilité d'avoir une politique de gauche, c'est également de 50%, c'est-à-dire 0,5 à la puissance 1. Et la probabilité d'avoir une politique cohérente tout court, c'est 0,5 à la puissance 0, c'est-à-dire 1. 100%. Maintenant, on postule qu'il y a deux États que l'on force à adopter une politique commune, tout en ayant chacun leur peuple différent dont on maintient les élections. Je prends l'exemple de la France et de l'Allemagne. On va avoir la première configuration des possibles, toujours en simplifiant à l'extrême, en considérant qu'il n'y a que la droite et la gauche.
Eh bien, en France, on peut avoir une configuration avec le Parti socialiste à gauche, la CDU allemande à droite. C'est d'ailleurs la configuration actuelle. M. Hollande est de gauche, entre guillemets, et Mme Merkel est de droite, entre guillemets. Dans ce cas-là, on a une incohérence gauche-droite. La deuxième possibilité, on a le Parti socialiste en France et puis on a le SPD en Allemagne. Dans ces conditions, on a une cohérence de gauche. La troisième possibilité, c'est qu'on a l'UMP en France et le SPD au pouvoir à Berlin. C'était le cas, par exemple, avec Chirac, quand Chirac était président de la République, et Gerhard Schröder, qui était chancelier d'Allemagne. À ce moment-là, on a une incohérence droite-gauche. Et puis enfin, on peut avoir l'UMP à Paris, la CDU à Berlin. C'était le cas Sarkozy-Merkel. Et là, on aura une cohérence de droite. Dans un attelage de deux États que l'on force à adopter une politique commune, la probabilité d'avoir cette fois-ci une politique cohérente, une politique commune cohérente, n'est plus comme tout à l'heure de 100%, elle n'est plus que de 50%. Il n'y a que 2 cas sur 4. Et la probabilité d'avoir une politique cohérente de droite tombe à 25%. De la même façon que la probabilité d'avoir une politique cohérente de gauche tombe également à 25%. Bien entendu, tout ceci est très simplifié. Je postule en particulier que la droite allemande et la droite française disent et pensent la même chose, ce qui est faux. Que la gauche française et la gauche allemande seraient d'accord. Parce que je fais abstraction pour l'instant des intérêts nationaux divergents. Donc, vous voyez que cette fois-ci, la probabilité d'avoir une politique cohérente de gauche, dans un État indépendant, si on vote à gauche 50% du temps, elle est de 50% des cas. Si on force 2 États à avoir une politique commune, elle tombe à 25%, 0,5 au carré. Maintenant, je prends le cas de 3 États que l'on force à adopter une politique commune. C'est la France, l'Allemagne et l'Espagne. C'est la même chose que ce que je viens de vous dire, je vais aller un petit peu plus vite. On peut avoir, première configuration, le Parti socialiste à Paris, c'est le cas actuellement. La CDU à Berlin, c'est le cas actuellement. Et puis le Parti populaire espagnol, c'est le cas actuellement avec M. Rajoy. Donc on a gauche, droite, droite. Incohérence gauche, droite, droite. On peut avoir le PS, la CDU et le PSOE à Madrid, Parti socialiste à Madrid, ce qui était le cas lorsque M. Zapatero était à Madrid. À ce moment-là, on a une incohérence gauche, droite, gauche. Et puis on peut avoir le PS, le SPD, le Parti populaire. En ce moment-là, on aura une incohérence gauche, gauche, droite. Et puis on peut avoir le Parti socialiste, le SPD, le PSOE. Cette fois-ci, on aura cohérence gauche, gauche, gauche. Et puis on peut avoir l'UMP à Paris, la CDU et le Parti populaire. En Espagne, on aura une cohérence droite, droite, droite. On peut avoir l'UMP à Paris, la CDU à Berlin, le PSOE à Madrid, ça sera une incohérence droite, droite, gauche. On peut avoir l'UMP à Paris, le SPD à Berlin, le Parti populaire à Madrid, on aura une incohérence droite, gauche, droite. Et puis on peut avoir l'UMP, le SPD et le PSOE, on aura une incohérence, ça va un tout petit peu vite, on aura une incohérence droite, gauche, gauche. Cela signifie quoi? Ça veut dire que dans un attelage de 3 États que l'on force à adopter une politique commune, la probabilité d'avoir une politique cohérente, cette fois-ci, ça n'est plus que dans 2 cas sur 8. Soit droite, 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 soit gauche, gauche, gauche. C'est-à-dire 0,5, excusez-moi, c'est dans 2 cas sur 8, c'est-à-dire dans un cas sur 4, c'est-à-dire 25%, 0,5 au carré. La probabilité d'avoir une politique cohérente de droite, ça sera 1 cas sur 8. C'est 12,5%, 0,5 au cube. La probabilité d'avoir une politique cohérente de gauche, c'est pareil, 0,5 au cube. Et tous les autres cas, ce sont des cas de cohabitation. Je ne vais pas vous faire les 27 États. Parce que sinon, ça durerait très, très longtemps. C'est comme l'affaire du Brahman Sissa avec l'échiquier du jeu d'échecs. Donc, la règle mathématique que l'on peut tirer de cette affaire, c'est la suivante. Si on la raisonne en termes mathématiques, si n est supérieur ou égal à un État, à un instant donné, il y a 2 puissance n possibilités pour que les n uplets de gouvernement, en supposant qu'il n'y en a que 2 excusez-moi, il y a 2 puissance n possibilités pour les n uplets de gouvernement, en supposant qu'il n'y a que 2
par État, 2 uplets par État, la gauche et la droite. J'ai déjà dit que c'était une simplification. Donc, seuls 2 N-uplets permettent d'avoir une politique cohérente. Le N-uplet GGGGG, tout gauche, et le N-uplet DDDDD, tout droite. Puisque les éventualités de politique cohérente et de politique incohérente ne se recoupent pas, la politique est incohérente pour les 2 puissance n moins 2 N-uplets restants. La probabilité d'avoir une politique cohérente est donc de 2 divisé par 2 puissance n. C'est 1 divisé par 2 puissance n moins 1, c'est-à-dire, dans le cas de figure de 0,5, 0,5 à la puissance n-1, n étant le nombre d'états. Pour une politique cohérente, et pour une politique cohérente de droite ou de gauche, eh bien ça sera 0,5 à la puissance n. Donc c'est en première approximation, dans un attelage de n états, que l'on force à adopter une politique commune. La probabilité d'avoir une politique cohérente, soit de droite, soit de gauche, est de 0,5 à la puissance n-1, en supposant que la droite et la gauche ont dans chacun des 27 États 0,5 probabilité sur 1, c'est un 50% de chance d'être élu. La probabilité d'avoir une politique cohérente de droite sera de 0,5 à la puissance n, n étant le nombre d'États. La probabilité d'avoir une politique cohérente de gauche est de 0,5 à la puissance n également. Quand je dis politique cohérente, j'insiste sur un élément très important, c'est que pour modifier les traités, il faut l'unanimité. Pour modifier les traités, par exemple l'article 63, qui interdit toute, toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux. C'est de là que date la destruction de l'industrie européenne. En tout cas en France, en Italie, en Belgique, etc. Il n'y a plus de protection. On peut délocaliser à tout va, il n'y a plus de possibilité de s'y opposer. Cet article 63 ne pourra être aboli dans les traités que s'il y a l'unanimité. Et une unanimité de gauche, et même de très à gauche. Parce qu'a priori, la droite libérale est favorable à cet article. Pour modifier l'article 42 du TUE, qui porte décidément bien son nom, le TU, l'article 42 place la défense de l'Union européenne sous la tutelle de l'OTAN. Il faudrait donc avoir là aussi les 27 États qui soient d'accord pour modifier ce point. On sait déjà que ça ne sera jamais le cas. Il y a plusieurs États qui refuseront en toute hypothèse de supprimer cette affaire. Alors, tout ceci, j'insiste encore une fois sur le fait que c'est un calcul exagérément favorable, parce que je postule implicitement dans ce raisonnement que les choix sont binaires droite-gauche dans chaque pays. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a les écologistes, l'extrême droite, l'extrême gauche, le centre, je vous en ai déjà touché un mot. Deuxièmement, je postule implicitement que la gauche et la droite ont les mêmes programmes compatibles entre les États, ce qui est faux. Et troisièmement, je postule qu'il n'y a pas d'opposition supplémentaire entre les intérêts nationaux, ce qui est archi faux. La gauche chypriote, italienne ou grecque n'a pas un programme commun avec le Labour britannique ou avec la gauche finlandaise ou danoise. Donc vous voyez à quel point mon raisonnement est un raisonnement finalement très favorable à l'Europe, qui minimise considérablement les autres impossibilités et les autres blocages. Mais néanmoins, en gardant à l'esprit ceci, il faut maintenant voir ce que ça donne. Pour 6 États du temps de l'Europe des 6, de 1957 à 1972, la probabilité d'avoir une politique cohérente, qu'elle fût de droite ou de gauche, était donc de 0,5 à la puissance n-1, donc 0,5 à la puissance 5, c'est-à-dire de 0,031, de 3,1%. Ça veut donc dire pendant 3 années sur un siècle, du temps de l'Europe des 6. La probabilité que les 6 États de l'Europe des 6 aient une politique de gauche, c'était 0,5 à la puissance 6, 0,5 puissance n, c'est-à-dire 1,5%, c'est-à-dire 18 mois sur un siècle. Du temps de l'Europe des 6. Maintenant, pour que les 27 États, vous savez que nous sommes 27, à partir du 1er juillet prochain, nous serons 28. Avec l'entrée de la Croatie. Mais pour l'instant, nous sommes 27. Avec 27 États, la probabilité d'avoir une politique cohérente, soit de droite, soit de gauche, est actuellement de 0,5 à la puissance n-1, donc 0,5 à la puissance 26. Ça fait 1,49, 10 puissance moins 8, c'est-à-dire 0,000000014 900, une chance sur 100. C'est-à-dire une demi-journée tous les 100 000 ans.
Et en particulier, la probabilité d'avoir une politique unanimement de gauche social-démocrate, hein, je ne parle pas de la gauche version PTB ou version Front de gauche en France. Je parle de la probabilité d'avoir une gauche social-démocrate, version, comment dirais-je, Zapatero en Espagne, Hollande en France. C'est pas très méchant. Mais la probabilité que les 27 États de l'Union européenne aient en même temps 27 gouvernements version Hollande, c'est de 0,75 à la puissance 10-8. Ça fait 6 heures tous les 100 000 ans. Je rappelle que c'est indispensable pour modifier les traités. Je sais que certains me disent « oui, mais il y a des votes à la majorité ». Oui, bien sûr, il y a des sujets où il y a des votes à la majorité. Mais les votes à la majorité se font dans le cadre des traités existants. On ne modifie pas, on ne peut pas modifier l'article 63 dont je parlais tout à l'heure, l'article 121 qui fixe les grandes orientations de politique économique et notamment qui postule la privatisation des services publics. On ne peut pas modifier l'article 125 ou 124, ceux qui qui concernent l'interdiction faite à la Banque Centrale Européenne de monétiser la dette publique, les déficits publics, etc., etc., etc. Alors, les conséquences de ce que je viens de vous montrer, c'est qu'il est mathématiquement impossible d'avoir une politique cohérente au sein de l'Union européenne. La probabilité est infinitésimale. La deuxième conséquence, c'est que les institutions européennes sont en situation de cohabitation droite-gauche, d'ailleurs droite-gauche, centre, etc., permanente. C'est d'ailleurs le cas. Voici les 27 États, l'exemple actuel du Conseil européen avec les 27 chefs d'État et de gouvernement. Vous avez 13 États dont le chef de gouvernement vient d'un parti qui appartient au niveau européen à ce qu'on appelle le PPE, le Parti populaire européen. C'est l'Allemagne avec Mme Merkel, c'est l'Espagne avec M. Rajoy, c'est le Portugal, c'est l'Irlande, c'est la Suède, la Finlande, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Grèce, Chypre, la Lettonie, je sais pas, j'en ai peut-être oublié un au passage. Vous en avez 6 du Parti socialiste européen, du PSE, avec la France, la Belgique, l'Autriche, la Slovaquie, le Danemark. Vous en avez 2 du parti qui sont dirigés par des responsables émanant des partis libéraux, démocrates et réformateurs, un peu les centristes. Ce sont les Pays-Bas et l'Estonie. Il y en a 2 qui émanent de partis conservateurs et réformistes européens, on pourrait dire eurocritiques, c'est le Royaume-Uni et la République tchèque. C'est d'ailleurs plus vrai de la République tchèque, puisque j'ai fait ce graphique lorsque c'était encore M. Václav Klaus qui était le président tchèque. Et c'est tout le temps comme ça. Il y a encore, par exemple, un an, un peu plus, il y a 1 an et demi, la France était bleue, mais l'Espagne était rouge. L'Espagne est passée de Zapatero à Rajoy, et quelques mois après, la France est passée de Sarkozy à Hollande. Donc vous voyez que c'est une espèce de Rubik's Cube qui bouge constamment, avec 27 États, et pour qu'on ait d'un seul coup les 27 qui est soit tout rouge, soit tout bleu, eh bien je vous l'ai montré, la probabilité est de 6 heures tous les 100 000 ans. Encore ne s'agit-il, je vous l'ai dit, que de probabilité pour des partis conservateurs libéraux d'un côté ou sociaux-démocrates de l'autre. Je ne parle même pas de partis d'extrême gauche ou de gauche, comment dirais-je, interventionniste, un petit peu le front de gauche en France, j'en parlais tout à l'heure, ou bien d'écologistes, ou bien d'extrême droite, version Front National en France, par exemple, qui veulent eux aussi une Europe à leur sauce. J'ai oublié qu'il y avait 4 indépendants, pardon. Alors, les conséquences également de tout ce système, c'est que puisqu'il y a une cohabitation droite-gauche-centre permanente au sein de l'institution qui décide des orientations de la construction européenne, cette cohabitation où il y a des zappings en permanence, mais en permanence c'est toujours impossible à avoir les mêmes orientations, eh bien ça devient une structure totalement indifférente aux élections nationales. Il n'y a pas de politique du tout. Il faut bien que le représentant de la France de M. Hollande s'entende avec le représentant de l'Espagne de M. Rajoy, de l'Allemagne de Mme Merkel, ou des Pays-Bas d'un Premier ministre qui est
centriste. Il n'y a pas de politique du tout, ça va donc être le règne des lobbies qui vont influer pour faire bouger la politique dans un sens ou dans un autre. Autre conséquence, les élections nationales dans un État en particulier ne peuvent plus rien changer. Les Français sont en train de le constater avec amertume, pourtant ce n'était pas faute que j'ai personnellement, et le mouvement politique que j'anime, que nous ayons tout fait pour prévenir les Français de ce qui les attendait. C'est d'ailleurs pas seulement vrai en France, c'est le vrai partout. Les élections nationales n'ont plus aucun effet, puisqu'il s'agit simplement de changer un représentant sur 27 dans un collège qui lui-même est en situation de cohabitation permanente. Donc, la cinquième conséquence, c'est que les électeurs réalisent progressivement, élection après élection, qu'il ne sert plus à rien de voter à droite ou de voter à gauche, car cela ne change rien à la politique subie, qu'une politique est justement imposée par les institutions européennes. Du coup, l'abstention ne fait que grimper, élection après élection, et le malaise démocratique ne fait que s'installer sur le continent. Voici par exemple l'évolution des élections européennes en France depuis la première élection de 1979. Comme vous le voyez, il y avait 42,5% d'abstention en 1979, ce qui était énorme. À l'époque, il y avait en gros 25% des Français qui s'abstenaient aux grandes élections. Ça avait donc déjà témoigné à l'époque, en 1979, d'un profond désintérêt. Je me rappelle très bien, les médias avaient dit « Oh là là, 42% et demi, c'est très grave, il faut absolument que les Français se ressaisissent, qu'ils s'emparent du sujet européen, c'est d'eux qu'il s'agit, il faut que l'Europe soit plus proche du peuple français, il faut absolument que ça diminue aux prochaines élections. » En fait de diminution, voilà quelle était la courbe suivie par les abstentions, votes blancs et nuls à chacune des élections. On est passé à 45% d'abstention en 84, 52% en 89, on est légèrement redescendu à 50,1% en 1994, pour rebondir à 55,8% en 99, 58,6% en 2004, 61,1% d'abstention, votes blancs et nuls aux dernières élections en date de 2009. Si vous avez ici la courbe, la droite de régression linéaire, et qui vous montre que, en gros, il y a tous les 5 ans environ 4 à 5% de Français de plus qui ne vont plus voter à ces élections. D'ailleurs, avec un taux d'abstention et de blancs et nuls aux élections européennes de 2009 de 61%, la France était relativement un bon élève. Il y a des pays au sein de l'Union européenne où le taux d'abstention a dépassé les 80% à ces élections. L'évolution en miroir du nombre de députés français parmi les députés européens me paraît intéressant à présenter sur le même graphique. En 1979, il y avait près de 20% de députés français au Parlement européen. Et puis, au gré des élargissements, au gré des modifications de traités, je parlais tout à l'heure du traité de Nice qui avait justement modifié ce système, le pourcentage de députés français au Parlement européen est passé de 20% à 15%, légèrement remonté en 1994 à 16,8, puis est tombé à 15,3, 12,5 et est inférieur à 10%. Ce sont les élargissements à l'Est. Il a fallu, comme on n'allait pas avoir des parlements avec 5000 députés, il a fallu augmenter légèrement le nombre de députés, diminuer le nombre de députés des pays présents, et en particulier créer quand même d'autres postes de députés, donc une dilution. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux courbes sont quasiment en miroir. Plus le temps passe, plus l'Europe s'élargit, plus les Français s'en désintéressent. Ils n'y comprennent plus rien. Et à ce rythme, l'abstention devrait mathématiquement atteindre 100% dans 63 ans. Enfin, dans 61 ans, j'ai fait ce graphique il y a déjà 2 ans, c'est-à-dire qu'en 2074, il n'y aurait plus personne qui irait voter aux élections européennes. Évidemment, comme disent les banquiers ou les boursiers, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Ça veut donc dire que d'ici là, il y aura des choses qui vont se passer. Alors vous allez me dire, ce sont les élections européennes, c'est un cas particulier, les Français ne s'y intéressent pas. C'est pas très bon comme argument pour des gens qui disent que l'Europe est une construction démocratique. Mais ce qui est plus grave, c'est que ce phénomène, ce syndrome, concerne également les autres élections. Puisque, comme je vous le disais préalablement, le fait de voter à droite ou à gauche pour des élections qui ne sont pas des élections européennes, mais par exemple l'élection présidentielle en France, les Français constatent que ça ne change rien.
sauf sur des points de détail, des sujets que l'on fait mousser artificiellement pour semer la zizanie, le mariage pour tous, par exemple. Ou bien, je ne sais pas, on va trouver des sujets qui vont être là pour... là, en ce moment, c'est la loi Fioraso en France sur l'enseignement tout en anglais dans les établissements d'enseignement supérieur. Mais ce sont des sujets qui sont parfois très très importants. Mais les grands sujets fondamentaux, l'économie, le social, la diplomatie, les interventions militaires, etc., échappent complètement au vote des Français. Résultat des courses, eh bien l'abstention monte dans toutes les élections, et en particulier, je voulais vous montrer ça, c'est un seuil d'alerte extraordinaire, ce sont les élections cantonales en France. C'est pour voter pour son conseiller général. C'est une élection de proximité, c'est une élection vraiment qui concerne les campagnes. Eh bien, traditionnellement, on avait un taux d'abstention qui était aux alentours de 30 à 35% depuis, vous voyez, 1976. C'était un taux qui bougeait très peu. Il y avait une seule exception, c'était en 1988, où brutalement le taux d'abstention avait bondi à 50%. Les élections cantonales, j'ai oublié de le préciser pour ceux qui ne le savent pas, les élections cantonales en France se déroulent tous les 3 ans par moitié. Il y a la moitié du pays qui vote. En fait, les conseillers généraux sont élus pour 6 ans, mais tous les 3 ans, il y a une moitié de la France qui vote, ça dépend des départements, et puis 3 ans après, c'est l'autre moitié. Donc on avait eu un cas exceptionnel en 1988 avec plus de 50% d'électeurs qui ne vont pas voter, ça c'est un seuil d'alerte maximum. C'était dû à une conjoncture parce qu'en 1988 il y avait eu le premier tour d'élection présidentielle où Mitterrand s'était représenté. Il y avait le deuxième tour de l'élection présidentielle où Mitterrand avait été réélu contre Chirac. Puis il y avait eu le premier tour de l'élection législative qui avait suivi, puis il y avait eu le deuxième tour de l'élection législative, et puis il y avait eu le référendum sur la Nouvelle-Calédonie, donc il y avait 5 consultations nationales, et donc à l'automne, les Français avaient boycotté un petit peu les urnes. D'ailleurs, depuis lors, on évite ce genre de convergence de dates, et si nécessaire, on reporte d'un an les élections pour éviter qu'il y ait toutes les élections nationales qui tombent, plusieurs élections nationales qui tombent la même année. Donc vous voyez en revanche ce qui s'est passé, c'est-à-dire que si l'on accepte cette pointe de 1988, on a quelque chose d'extrêmement stable, sauf les dernières en date, en 2011, où on a bondi à un taux jamais vu qui a fait éberluer les politologues français à 56% d'abstention aux dernières élections cantonales. Comme si les Français ne voulaient plus aller voter, sont dégoûtés par toute la politique, quel qu'il soit. Alors, la conséquence également des calculs que je vous ai montrés, c'est que toute possibilité de bâtir une autre Europe est vouée à l'échec, puisqu'il faudrait l'unanimité des 27 gouvernements pour y parvenir. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. On le mesure très concrètement. Ça, c'est l'affiche du Parti socialiste français pour les élections européennes de 1979, les premières. Le Parti socialiste avait pris comme slogan « Changer l'Europe, vivre au pays ». Campagne du Parti socialiste pour les élections européennes de 1979. 30 ans après, en 2009, le Parti socialiste avait comme slogan « Changer l'Europe.fr ». Exactement le même slogan à 30 ans d'intervalle. La seule différence était le .fr parce qu'entre-temps, Internet est arrivé. On se moque de vous, de nous. On ne peut rien changer. Et on ne peut rien changer parce que, justement, c'est cette fatalité statistique dont je parlais tout à l'heure. Puisqu'il faudrait avoir 27 États qui soient d'accord, puisqu'il faut l'unanimité pour changer. Alors, je voudrais maintenant évoquer le cas dont je parlais tout à l'heure, et qui est le cas des partis plus petits. Les écologistes, le front de gauche, c'est-à-dire la gauche, la vraie gauche, comme certains pourraient dire, la gauche communiste ou paracommuniste, ou la gauche du type Parti socialiste français du congrès d'Épinay, avec un train de nationalisation, avec des propos assez véhéments contre le capitalisme, par exemple. Je ne parle pas de l'extrême gauche, comme en France le NPA ou Lutte ouvrière, je parle en France, le front de gauche. Je parle également de la droite dure, nationaliste, le Front National en France, par exemple. Je postule que dans chacun des 27 États,
ces partis ont 15% de probabilité d'arriver au pouvoir, en tête. Pas dans une coalition, mais d'être au sommet du pouvoir. Vous voyez que c'est un calcul qui est exagérément favorable. Il n'y a jamais eu, en Europe, un parti du type Front National, ou du type Front de gauche, ou du type écologiste, qui soit arrivé au pouvoir numéro 1, qui soit le chef de la coalition gouvernementale, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc quand je dis 15%, c'est un taux exagérément favorable. Le Parti communiste français a été créé... Enfin, la SFIO s'est scindée en deux au congrès de Tours de 1920. Le Parti communiste français s'est créé progressivement, a pris son nom définitif en Parti communiste français en 1943. Mais enfin, on peut dire que depuis 1920, il y a un Parti communiste français. On va fêter le 100e anniversaire de cette création, ou du moins de cette scission, dans quelques années. Au cours du siècle qui s'est écoulé, jamais le Parti communiste français n'est arrivé à la tête d'une coalition. Donc quand je prends un exemple de 15%, j'exagère, je fais un calcul très favorable. Mais pour 27 États, la probabilité que l'Europe adopte la politique proposée soit par ELV, c'est-à-dire que d'avoir une Europe écologique, ça veut dire qu'il faudrait réformer tous les traités dans le sens écologique. Ou bien la probabilité que l'Europe devienne une Europe de gauche, une Europe des travailleurs, c'est-à-dire qu'il faudrait modifier les traités dans le sens souhaité par exemple par le Front de gauche en France, ou bien que l'Europe devienne une Europe blanche, chrétienne, anti-immigrée, etc., selon le sens voulu par le Front National ou le Vlaamsblok ou ce genre de mouvement. C'est dans tous les cas de figure, encore une fois, avec ces calculs très schématiques, et d'ailleurs très favorables, 0,15 à la puissance 27, plus 0,50, mais 0,15 à la puissance 27, ce qui fait exactement 5,685 à la puissance 10 puissance moins 23. Ça fait 0,00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 0 tous les 10 secondes, tous les 10 trillions d'années, c'est-à-dire tous les 10 milliards de milliards d'années. Faites les calculs probabilistes. Qu'est-ce que vous dites de ça, monsieur Mélenchon, qui, comme vous le savez, est à la tête du Front de gauche en France, qui dit que sortir de l'Union européenne, ce serait être pétainiste, enfin sortir de l'euro, ce serait être maréchaliste, que sortir de l'Union européenne, ce serait être nationaliste, xénophobe, et donc il faut rester, camarades, on reste pour changer l'Europe. Le concept d'autre Europe, c'est très important, hein. C'est le truc le plus vicieux qui ait été fait pour s'assurer l'apathie et la passivité de salariés et d'ouvriers dans le monde occidental pour accepter justement l'Europe telle qu'elle est. C'est d'ailleurs ce que viennent de comprendre, enfin ce qu'ont compris depuis quelques années, un syndicat comme le syndicat RMT, le principal syndicat britannique des transports, qui a déclaré il y a quelques jours, le 13 mai, qu'il ne fallait pas laisser le débat de la sortie de l'Union européenne aux simples forces de droite ou d'extrême droite. J'aurai d'ailleurs l'occasion d'y revenir, parce que c'est aussi l'une des particularités de notre mouvement, c'est d'analyser que ça n'est pas pour rien que ces mouvements d'extrême droite sont médiatisés, sont plus exactement médiabolisés, à la fois médiatisés et diabolisés en même temps. C'est pour faire croire aux Français ou aux Grecs, vous avez vu que, compte tenu de la situation catastrophique en Grèce, les médias ont propulsé sur le devant de la scène un truc tout à fait nouveau, Aube dorée, un mouvement néo-nazi. D'ailleurs, dont les rumeurs disent qu'il est composé à plus de 50% de policiers. Parce qu'on médiatise des mouvements d'extrême droite en disant, si vous voulez sortir de l'euro, si vous voulez, messieurs les Grecs, vous ne voulez pas vendre tout votre patrimoine public pour sauver les banques, alors c'est que vous pensez comme Aube dorée. Or, Aube dorée est un parti néo-nazi, donc ça veut dire qu'en fait, vous êtes favorable aux chambres à gaz. C'est comme ça que ça marche. C'est exactement ce qui s'est passé avec la médiabolisation du Front National depuis 1983. Et vous avez à gauche des gens qui entretiennent l'illusion qu'on va raser gratis demain, alors que la probabilité de changer d'Europe est très, 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 très inférieure à la probabilité de gagner le gros lot, à l'euro million. Si vous y croyez, je vous invite à jouer. Alors,
à tous les coups à l'euro million, parce que vous aurez beaucoup, beaucoup plus de chances de gagner le gros lot. La conséquence ultime de tout ce que je viens de vous dire, c'est que construire l'Europe implique pour les dirigeants européistes de prendre l'habitude de ne plus tenir aucun compte de la volonté réelle des peuples. Puisque ça ne sert à rien. Puisque lorsque les Français vont voter à gauche, les Espagnols votent à droite. Les dirigeants européistes peuvent se frotter les mains. Ça ne sert à rien. Et de toute façon, il y a des traités qui ont été gravés dans le marbre et dont la modification substantielle ne peut plus intervenir.